Vous ne posséderez plus rien, mais vous serez heureux. Tous ces vélos, toutes ces maisons, toutes ces voitures, il y a bien quelqu'un qui les possède, hein, n'est-ce pas? Mais je parie que c'est le forum de Davos, vous voyez, qui fait la publicité pour ça. Vous voyez, ils sont gentils, ils nous épargnent de la propriété. Vous voyez, ils nous épargnent des soucis de la propriété, c'est eux qui prennent tout en charge. C'est des philanthropes sans doute. Eh ben, vous voyez bien qu'ils évoquent précisément une forme de bonheur qui est celui qui est évoqué par Marx, qui est celui qui est évoqué par plein de penseurs communistes. Vous ne posséderez plus rien, mais vous serez heureux. Ben, c'est typiquement une phrase communiste prononcée par la superclasse mondiale. Bonjour Olivier Piacentini. Bonjour Yin et bonjour à tous. Et bienvenue à nouveau dans l'émission Esprit français. Je crois que c'est ma 5e participation, j'en suis sûr même. Ok, bah donc vous êtes vraiment notre invité habitué. Je suis un habitué de la chaîne et je suis très heureux d'être sur cette chaîne pour laquelle on partage un certain nombre de valeurs et je pense que le public est assez touché par ce que je dis et moi-même je suis souvent très touché par les retours que j'ai sur les émissions et les commentaires et je remercie vraiment le public de NTD de m'accueillir comme il le fait à chaque fois. Justement, vous êtes vraiment apprécié par notre public. Vous êtes écrivain, vous êtes aussi spécialiste dans l'économie. Tout à fait. Et aujourd'hui, nous allons parler de votre dernier livre, La chute finale. Voilà, qui vient de sortir, hein, vous tenez. Ah, merci. Donc, en fait, ce livre, La chute finale, finalement, il s'agit de quoi? Il s'agit de la fin de la civilisation occidentale? Alors, ce livre, c'est un clin d'œil à un livre qui est paru en 1976 d'Emmanuel Todd, qui avait anticipé, qui avait prévu la chute de l'URSS, et qui s'est survenue en 1990, donc 14 ans après, mais lui avait déjà perçu les signes d'un effondrement de l'URSS, alors qu'en 1976, tout l'Occident était effrayé par la poussée de l'Union soviétique à peu près partout, et on avait vraiment l'impression que nous allions tous basculer dans le camp soviétique à l'époque. Et Emmanuel Todd avait eu cette vision de génie de percevoir que l'Union soviétique était en fait un colosse miné par et rongé par ses propres turpitudes, je dirais, hein, qui n'allait pas tarder à s'effondrer. Alors j'ai fait un petit clin d'œil à ce livre en rajoutant l'Occident survivra-t-il, de manière à ce que je ne sois pas accusé de plagiat et qu'on comprenne que c'est un clin d'œil, puisque moi ça fait maintenant plusieurs années que j'annonce que l'Occident va peut-être s'effondrer, en tout cas va subir des coups de semonce terriblement difficile. Ça fait depuis 2015 que j'écris des livres sur ce sujet. J'en ai déjà écrit 2. Et alors, on me traitait de déclinologue, décliniste, maniaco-dépressif, quelqu'un qui voit la vie en noir, etc. Je pense qu'aujourd'hui, mes analyses se trouvent peu à peu, hélas, confirmées par la réalité qui nous rattrape. Et qu'aujourd'hui, beaucoup de gens vont certainement regarder mes travaux d'un autre œil. Aujourd'hui, vu la situation actuelle de l'Occident, de l'Europe, de la France, enfin de tout ce que vous voulez. Vous dites tous les indices d'un cataclysme sont aujourd'hui présents. Absolument. Quels sont ces indices? Ah ben, au niveau de l'Occident, les indices sont flagrants. Il faut savoir que ce livre, je l'ai écrit, il a été fini d'écrire il y a presque un an. C'était au mois d'octobre de l'année dernière, mais comme j'avais de gros soucis de santé à l'époque, mon éditeur a décidé de décaler la publication de manière à ce que je puisse être présent sur le terrain médiatique, parmi vous, entre autres, pour pouvoir en parler. Les indices, ça fait un moment que je les analyse. Les indices, alors, il y a un premier indice de fond, c'est le malaise identitaire de l'Occident qui ne s'aime plus et qui passe son temps à s'auto-flageller. Ou alors, c'est peut-être un peu dur ce que je dis, on va dire qu'une certaine élite essaye de pousser nos peuples à s'auto-flageller par rapport à leur histoire, par rapport à la colonisation, par rapport à l'esclavage, par rapport à beaucoup de choses. Depuis le sortir de la Deuxième Guerre mondiale, en tout cas, on apprend aux Occidentaux à ne plus s'aimer. Or, une civilisation qui ne s'aime plus ne se défend plus. Et c'est ce que je montre dans ce livre à travers toutes les étapes de son histoire. Pour parler d'indices plus concrets et plus récents, vous avez déjà un premier indice que j'avais donné il y a 7 ans dans mon livre « Vers la chute de l'Empire occidental », qui est aujourd'hui complètement confirmé. J'avais consacré un chapitre dans ce livre à la mise en place du groupe BRIC, Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud. Ce groupe, pour moi, était une forme de coalition
hétéroclite de pays qui forcément ne s'aiment pas forcément. Vous voyez, l'Inde et la Chine, on sait très bien que ce n'est pas des amis, etc., etc. Mais qui avaient pour seul but, en fait, de faire contrepoids à la toute-puissance et l'omnipotence occidentale sur les affaires du monde. Et j'avais expliqué dans ce livre que la constitution de ce groupe BRIC allait dégager les pays émergents, qui en font partie, de la tutelle occidentale et que l'Occident n'allait plus pouvoir manœuvrer et dominer le monde comme il l'a fait jusqu'à présent. Mais n'est-ce pas exactement ce qui se produit aujourd'hui, puisque l'un des membres du groupe, la Russie, est en conflit avec l'OTAN, donc la force armée occidentale, pour des raisons qui, de mon point de vue, ne sont pas forcément légitimes, et il y a du pour et du contre des deux côtés, mais ça, on y viendra peut-être plus loin dans la suite de l'entretien. Le fait est qu'aujourd'hui, les sanctions occidentales tombent à plat. Pourquoi est-ce qu'elles tombent à plat? Parce que jusqu'à présent, quand l'Occident décrétait des sanctions sur un pays, ce pays se trouvait isolé, plus personne ne faisait de transactions avec lui, il se trouvait complètement isolé. Aujourd'hui, ce n'est absolument pas le cas. Et c'est même pire que ça. C'est l'Occident qui lui-même se trouve isolé du reste du monde, puisque finalement, l'importance de ce groupe BRIC par rapport à sa population, son économie, sa puissance politique, fait que les autres pays ne suivent plus l'Occident, comme l'Afrique, mais suivent finalement ce qu'a décrété le groupe BRIC, c'est-à-dire finalement de continuer à travailler normalement avec la Russie. Et on l'a vu tout récemment avec, par exemple, M. Macron, qui est parti en Afrique pour faire un petit peu la leçon de morale aux chefs d'État africains, au Bénin, au Cameroun, etc. Puis finalement, tout le monde lui a répondu qu'ils allaient continuer à faire comme ils veulent, et qu'ils allaient continuer à travailler avec la Russie. Donc vous voyez bien que l'Occident n'est plus en mesure d'imposer sa ligne aux autres, comme il l'a fait jusqu'à présent. Vous avez un recul économique relatif de l'Occident depuis des années, dont j'explique qu'il est certes relatif, mais que cette relativité en économie fait pencher complètement la balance de l'autre côté. Et aujourd'hui, nous avons un Occident qui est dépendant au niveau de ses approvisionnements manufacturiers d'une grande puissance industrielle comme la Chine, mais totalement dépendant. Et on l'a vu récemment, il y a quelques mois, par exemple, avec des usines Peugeot qui ont fermé à cause de problèmes d'approvisionnement de pièces détachées venues de Chine ou de semi-conducteurs. Donc, on ne peut plus livrer les voitures. Bien, on a vu les problèmes avec les masques au début du Covid, etc. Donc, dépendance vis-à-vis de la Chine au niveau des produits manufacturés. Dépendance vis-à-vis de la Russie, vis-à-vis des énergies, de l'Arabie Saoudite, de l'Algérie, d'autres pays de ce type. Et nous sommes dépendants alors même que nos monnaies sont terriblement dégradées, dollars, euros et même livres sterling. Terriblement dégradées. Et en réalité, l'inflation, vous savez, l'inflation, ça ne peut pas venir d'un problème géopolitique comme celui de l'Ukraine, effectivement, ça amplifie. Mais moi, j'ai parlé de l'inflation en février 2021, il y a 1 an et demi, donc il n'y avait pas de grève en Ukraine. J'ai fait un article dans Boulevard Voltaire. J'ai refait d'autres articles derrière pour parler de l'imminence de l'arrivée de l'inflation. En fait, l'inflation est liée à la dégradation de nos monnaies, la dégradation de leur valeur, qui est liée à cet endettement terrible sur lequel nous allons à tire-larigot depuis 10 ans, qui dégrade donc la valeur de nos monnaies, et en fait ça traduit une baisse de production, une baisse de niveau de l'Occident qui compense avec de la dette, et ceci finit par éroder la monnaie. Mais vous savez, ça fait des années que je l'annonce. Ça fait des années que je l'annonce. Et j'ai vraiment parlé d'inflation et de pénurie dans un article dans Boulevard Voltaire en février 2021. Inflation, pénurie. C'est arrivé quelques mois après. Et pourquoi, selon vous, il y a la pénurie, c'est-à-dire il y a 1 an et demi, vous avez déjà constaté, vous avez déjà anticipé. Vous avez anticipé comment il... Ah ben, tout simplement parce que, vous voyez, depuis 2013, par exemple, la Banque Centrale Européenne, pour sauver l'euro des problématiques d'endettement d'un pays comme l'Italie, mais également de l'Espagne et de la France et compagnie, rachète systématiquement les dettes de ces pays, c'est-à-dire que la France, par exemple, ou l'Italie, émet un titre de dette, on a besoin de 20 milliards, hop, la Banque Centrale rachète, elle envoie 20 milliards, sans prendre d'intérêt. Alors au début, c'était des intérêts très faibles, et puis c'est même devenu des intérêts négatifs, c'est-à-dire qu'on payait les pays pour recevoir de l'argent, ce qui est quand même, je dirais, une aberration, vous voyez, une aberration économique. Bon, donc tout ça, c'est de la création monétaire. C'est comme si on imprimait des billets. Alors c'est la technique moderne d'impression des billets. Et en plus, on contrevenait au statut de la BCE qui interdisait le rachat des dettes des États par la Banque Centrale Européenne. Mais on est revenu dessus pour sauver l'euro. Cette politique, à l'origine, elle devait être cantonnée dans le temps pour aider ces pays à se restructurer et à ne plus avoir de déficit. Bon. Et puis, elle a été prolongée.
ça devait durer 1 an, 2 ans, elle a été prolongée bien au-delà de ce qui était prévu. Pourquoi? À mon avis, pour une seule et bonne raison, c'est que dans tous les pays européens, il a été constaté une poussée des mouvements populistes, et je pense que les autorités européennes et la Banque centrale n'ont pas voulu stopper cette politique, parce que des politiques d'austérité trop fortes risquaient de faire basculer ces pays vers les mouvements populistes. Et d'ailleurs, malgré tout, ça n'a pas échappé, puisque l'Italie, en 2018, a voté pour des mouvements contestataires, et s'apprête à revoter encore aujourd'hui. Bien, il y a eu le Brexit, il y a eu beaucoup de choses entre-temps. Donc, ces émissions de dette massives pour les États, pendant la période Covid, des dettes à des taux négatifs encore plus élevés pour sauver les banques. Donc de l'argent distribué à tire-larigot entre les États, les banques, donc de la création monétaire. Mais forcément, votre monnaie se dégrade. Donc forcément, c'est de la fausse monnaie. C'est-à-dire, on a remplacé, par exemple, pendant la période Covid, nous avons eu en France une perte de PIB de 240 milliards. Donc le PIB s'est contracté d'à peu près 240 milliards. On a perdu 240 milliards de production effective. On a remplacé ça par 360 milliards d'émissions de titres de dette pour compenser. Donc, on a injecté plus d'argent que ce que la production nous aurait rapporté. Donc, en Europe, on fabrique plus de richesses, on fabrique de l'argent à la place. Mais ça ne tient pas debout, c'est de la fausse monnaie. Et la fausse monnaie, elle s'élimine systématiquement avec l'inflation. Donc, c'est pour ça que j'avais anticipé l'inflation, ça fait des années que je l'anticipe. Et puis, il y a une différence avec ce que nous avons connu lors des crises précédentes ou des années précédentes, c'est que pour la première fois, excusez-moi, l'Occident a de vrais concurrents économiques. C'est la première fois. Elle est vraiment dépendante des autres. Donc nous nous retrouvons dépendants de nos approvisionnements, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, avec une monnaie dégradée. Eh bien, il va arriver un moment, et ça arrive, où nos fournisseurs vont nous dire « mais nous, on veut bien vous livrer, mais avec ce papier-là, on n'est pas intéressé. » Vous voyez? Et petit à petit, comme par exemple, commence à faire la Russie, qui veut des roubles pour livrer les énergies. Elle ne veut plus ni dollars ni euros. Elle veut des roubles. Eh bien, je suis persuadé qu'un beau jour, la Chine fera la même chose. Et ça ne va pas tarder. Et à ce moment-là, nous aurons de vraies pénuries. Ça commence déjà. Mais ça va continuer et ça va certainement s'amplifier. Donc, d'après vous, la pénurie, c'est-à-dire, c'est parce que l'euro est dévalué. Oui. L'euro est dégradé, dévalué. Et d'ailleurs, je vais aller plus loin, parce que là, je parle d'une série d'événements qui se sont produits. Mais je vais aller plus loin, je vais parler d'un mouvement de fond. On avait fait déjà ensemble une vidéo qui s'appelle « France vers le communisme ». Bien. La France est à l'avant-poste de cette marche vers une forme de communisme nouveau, un communisme qui est concentré entre les mains, où la production de richesse est concentrée entre les mains, non plus de l'État qui répartit, mais de la sphère financière des multinationales et des GAFA. C'est ça qui est nouveau et c'est pour ça que les gens n'arrivent pas à comprendre en quoi c'est communiste. Mais quand vous regardez le poids des dépenses publiques de plus en plus lourd dans la plupart des États occidentaux, on voit bien qu'on ne rentre pas dans un système ultralibéral, comme la gauche nous parle d'ultralibéralisme toute la journée. Nous rentrons dans un système de plus en plus communiste. Socialiste ou communiste, ça dépend un petit peu de notre perception des choses. Ben moi, je regrette, mais Yin, vous le savez, dans la plupart des États communistes, ça finit toujours par des pénuries. Toujours. C'est une constante. Regardez au Venezuela, pas plus tard qu'il y a 3 jours, je discutais avec un jeune Vénézuélien qui a réussi à fuir son pays, qui maintenant est à Paris. Donc, le Venezuela est un pays qui regorge de pétrole, donc vous avez du pétrole comme vous voulez. Par contre, il n'y a plus de lait sur les étalages des magasins. C'est quand même incroyable. C'est incroyable. Et il n'y a que les régimes communistes pour arriver à ça. C'est que tout simplement, on dissuade tellement les gens du travail. On paralyse tellement la production. On enlève la motivation des gens que peu à peu, eh bien, notre production recule. C'est pris en charge dans le cadre du monde ouvert que nous sommes aujourd'hui par d'autres pays qui, eux, essayent d'avancer et de nous tailler des croupières dans ce qu'on produisait. Et puis, peu à peu, notre situation économique se dégradant, nous n'avons plus les moyens d'acheter ce dont nous avons besoin. Et en fait, tout le fond de l'affaire, il est là. Et vous voyez que c'est vraiment le déclin de l'Occident et qui est lié à, je dirais, son tropisme vers l'étatisation, la socialisation, l'assistanat social, etc., qui nous mène en réalité à ça. Et ça a pris ces dernières années la forme
de cette politique de la BCE et de ces politiques monétaires et d'endettement totalement dégradées. Donc c'est lié vraiment Bien au sûr. système. C'est lié au système, Yin, excusez-moi, je vais insister dessus, mais je pense que c'est le cœur de notre sujet aujourd'hui. Parce que je sais, je vais surprendre encore beaucoup de gens, bien que les gens sont de plus en plus conscients quand même, et que j'entends de plus en plus mon discours relayé, puis celui d'autres économistes, Philippe Erlin, Philippe Murer, etc., qui pensent plus ou moins comme moi. Mais je vais vous donner certains indices. On vous dit l'inflation c'est dû à la guerre en Ukraine. Alors c'est sûr que la guerre en Ukraine ça n'arrange rien, mais en réalité elle a commencé en septembre 2021, pas en février 2022, 6 mois avant. Vous avez eu déjà une première poussée de l'inflation qui a dépassé les 4% à partir de septembre 2021. 4% et même plus de 5% aux États-Unis. Donc elle avait commencé avant. Encore une fois, la guerre en Ukraine n'arrange rien, mais ce n'est pas le facteur déclencheur, premièrement. Deuxièmement, je vais vous poser une question, Yin. La France, elle a aujourd'hui un taux d'inflation, je crois, de l'ordre de 7%, pas loin. L'Espagne est à 10, l'Italie à 8,5%, enfin, tous les pays connaissent ça. Mais alors, comment vous expliquer qu'un pays comme la Suisse, lui, il n'a que 3% d'inflation? Ils ont bien géré leur banque. Ah bah oui, mais ils ne sont pas avec la BCE, il n'y a pas d'euro. Eux, ils ont leur monnaie. Et eux, des bêtises, ils n'en font pas. Parce que leur petit pays où il n'y a rien, il y a des prairies et des montagnes, ben eux, ils le défendent et leurs valeurs, et je dirais leur prospérité, tout ce qu'ils ont comme richesse, ils le défendent. Ils ne vont pas tirer de la monnaie de tous les côtés pour faire n'importe quoi. Voilà. Et donc l'inflation aujourd'hui, vous regardez, c'est les chiffres de l'OCDE, c'est pas les chiffres de M. Piacentini, ou je ne sais qu'un autre, c'est les chiffres de l'OCDE. Vous regardez, la Suisse est à 3% d'inflation, plus de 2 fois moins le pays qui a le moins d'inflation de la zone euro. Donc il y a bien quelque chose, parce qu'à ma connaissance, il n'y a pas de gaz. Il n'y a même pas de blé d'ailleurs en Suisse. Donc vous voyez bien qu'il y a un décalage et qui n'est absolument pas lié à la guerre en Ukraine, qui est lié à la gestion calamiteuse de nos finances par les gouvernements européens et par la Banque centrale européenne. Et selon vous, on est dans une catastrophe bien pire que toutes les crises que nous avons connues dans les décennies passées? Oui, vraiment, mais je ne suis pas le seul à le dire, puisque maintenant, vous savez, je parle moi, mais la semaine dernière, M. François Bayrou, qui est membre du gouvernement de M. Macron, a dit que les Occidentaux vont connaître la pire crise depuis la Deuxième Guerre mondiale. Ce qui vient, à mon sens, c'est une des crises, ou peut-être la crise la plus grave que nous ayons connue en France depuis la guerre. C'est M. Bayrou qui le dit. Moi, ça fait des années que je le dis. M. Bayrou, il le dit maintenant. Mais vous savez, gouverner, c'est prévoir. Donc c'est bien gentil de nous alerter que maintenant ça va mal. Mais depuis le temps qu'on disait, et puis qu'on se faisait traiter ou regarder avec dédain, ou qu'on se faisait traiter de fou, encore une fois, de paranoïaque, de dépressif, etc. Donc lui, il s'en aperçoit aujourd'hui. Mais ça, aujourd'hui, malheureusement, beaucoup de gens s'en rendent compte et beaucoup de gens subissent déjà. Et on n'est pas au bout, mais ils commencent déjà à subir la catastrophe économique que toutes les politiques dont M. Bayrou a contribué sont responsables. Il me semble que gouverner, c'est prévoir. Il fallait prévoir tout ça avant, tout simplement. Mais d'après vous, concrètement, qu'est-ce qui va arriver bientôt Pour moi, c'est très clair, je vous le dis, c'est l'un des scénarios que j'envisage, j'ai plusieurs scénarios qui sont envisagés dans le livre, mais l'un des scénarios du pire est le suivant. Un krach financier se déclenche, parce que là aussi, vous voyez, les marchés financiers, comme le CAC 40, vous avez constaté que l'économie a beau avoir des problèmes, le CAC 40, ça va. Ben ça va parce que lui, il reçoit l'argent de la BCE, lui aussi, vous voyez. Et c'est cet argent qui sera investi là, qui maintient artificiellement les cours des actions et des actifs qui appartiennent à la superclasse mondiale. Actifs financiers, actifs immobiliers de luxe, etc., etc. Mais cette politique, elle s'est arrêtée depuis juillet. Madame Lagarde a annoncé que c'était terminé, le quantitative easing et compagnie, parce que sinon, nous allions avoir une inflation à 25 ou 30%. Donc tout ça, c'est fini. Ben, les marchés financiers n'étant plus eux-mêmes alimentés par cet argent factice, ben, il va y avoir un moment, et je pense que ça ne va pas tarder, où pop, ça va tomber comme un fruit mûr. Comme dans toutes les crises, puisqu'il y a des crises cycliques, je dirais, qui sont consubstantielles au système financier, donc rien de nouveau sur le soleil, on va dire. Sauf que oui, là, il y a quelque chose de nouveau. Le krach financier va arriver, mais nous avons des pays, encore une fois, qui sont prêts à reprendre les choses en main. Et ça, c'est la première fois. Vous voyez, des krachs financiers, il y en a déjà eu. Il y a eu le choc pétrolier de 73. Il y a déjà eu des krachs financiers en 93. Il y a eu aussi une crise importante en 2007. Mais là, c'est la première fois que nous avons en face des puissances économiques et financières
qui sont capables de reprendre le dessus et pratiquement de... Et je pense que suite à ce krach financier, nos monnaies et toute la valorisation de ce que nous avons vont tellement s'écrouler que c'est là que les pays émergents, la Chine en premier chef, vont commencer à dicter leurs conditions. Vous savez, il y a plusieurs banques européennes déjà qui sont en situation de faillite virtuelle, hein, qui sont soutenues, encore une fois, par la BCE, par les États. Vous avez la Deutsche Bank, la Commerzbank, la Banque Monte Paschi di Siena, qui sont en très grande difficulté. Si vraiment il y a un krach financier qui se déclenche, elles vont mourir, ces banques-là. Mais quand des banques aussi importantes s'écroulent, vous avez tout le système qui est paralysé, parce qu'il y a des gens qui ont des titres de dette de ces banques, et ils s'échangent des titres. Et, on ne sait plus après ce qu'il y a dans les bilans des banques, et tout le système financier ne peut plus fonctionner sur la confiance. Vous voyez ce que je veux vous dire? Donc nous allons vers quand même une situation extrêmement périlleuse. Et dans ce sens-là, mais quel est votre conseil pour les particuliers, pour leur épargne et d'investissement? Eh bien, moi, je dirais que ça fait un moment que je dis qu'il faut investir sur de l'or, sur des monnaies plus sûres, comme par exemple le franc suisse, des monnaies qui ont été relativement épargnées de la folie des banques centrales, qui ont été gérées, vous voyez. Moi, je le dis, mais c'est un aspect... Vous savez, la Suisse est un tout petit pays qui a très peu de ressources, en réalité. Et donc, toute sa richesse, elle le tire de son talent, de son travail, de son esprit d'entreprise, et je dirais de son épargne, de la volonté des gens. Et c'est resté un pays isolé, ils ne sont pas dans l'Union européenne, vous comprenez ce que je veux vous dire? Et eux, ils se défendent bec et ongle leur pays, leur intérêt national, leurs finances, leur économie, leur industrie, tout ce que vous voulez. Nous, ben, on est noyés dans cette espèce de machin, alors bon, on a l'impression que l'Allemagne y gagne parce que l'euro la favorise, etc. Bon, on a l'impression que tout est géré de loin, que tout va s'arranger, on a toujours une solution à tous les problèmes, la Banque centrale, la Commission, etc. Mais tout ça, c'est des illusions, si vous voulez, vous comprenez? On a de l'argent parce qu'on se bat pour ça. On se bat pour le travail, on se bat pour la production. On est autonome, on est capable de tenir debout tout seul, vous voyez ce que je veux vous dire. Et tous ces systèmes qui englobent et compagnie, bon, on a l'impression qu'on est gros, mais en fait, on devient des colosses au pied d'argile. Parce qu'en réalité, à l'échelle, je dirais, locale ou nationale, on perd l'habitude de se battre vraiment pour notre propre intérêt, et on est noyé dans un espèce de grand ensemble, et on perd vraiment le contact avec la réalité économique et la réalité des choses, et nous perdons pied, tout simplement. Alors que vous avez l'exemple d'un pays comme la Suisse, il paraît que nous, la France, on ne pourrait pas tenir tout seul. Mais alors pourquoi la Suisse, elle y arrive? Vous voyez, depuis des années, on nous dit, ah oui, mais la France toute seule, rien du tout, zéro, on pèse rien dans le monde. Mais alors pourquoi la Suisse, elle y arrive? Pourquoi la Norvège, qui n'est pas dans l'Union européenne non plus, et lui, le deuxième pays le plus riche d'Europe, avec la Suisse, ou je ne sais plus qui est le premier, le deuxième des deux, les deux pays les plus riches d'Europe ne sont pas dans l'Union européenne. On devrait quand même se poser des questions. On devrait quand même se poser des questions. Il y a bien quelque chose qui ne fonctionne pas. Les deux pays les plus riches d'Europe ne sont pas dans l'Union européenne ni dans l'euro. Un certain nombre de pays ne sont pas dans l'euro, ils se portent mieux que les autres. Comme le Danemark. Bah, il y a bien un problème quand même, vous voyez, à mon avis. Hein, et bizarrement, les grands médias ou certains économistes ne parlent pas de ça. On nous maintient toujours dans le truc, mais pourtant, la réalité des faits et des chiffres démontre qu'il y a un problème avec la gestion de cette monnaie et nous allons le payer durement, à mon avis. Nous commençons à le payer. Et nous allons continuer à le payer. Est-ce que c'est-à-dire aussi si on laissait notre argent juste dans le compte bancaire, il va forcément se dévaluer. Vous voyez, alors, si vous le laissez sur les comptes bancaires, vous avez deux problèmes. D'abord, vous avez l'érosion de la monnaie. L'inflation, ça veut dire que vous avez 1 000 € aujourd'hui. Si l'inflation est de 10%, l'année prochaine, il ne valent plus que 900. Vous avez un pouvoir d'achat qui correspond à celui de 900 aujourd'hui. Donc, vous avez une perte. Puis, deuxièmement, si votre banque s'écroule, vous savez maintenant... Parce que, croyez-moi, hein, les financiers et les politiques ont tout prévu, vous voyez. Vous avez cette directive BRRD qui a été votée en 2016, décidée par la Commission européenne en 2016, ratifiée par le Parlement français en 2017. Cette directive prévoit qu'en cas de difficulté, une banque peut déclencher un mécanisme de sauvegarde et puiser dans les comptes des clients pour se renflouer. Votre argent à la banque... qu'est-ce que ça va devenir? Vous voyez, dans la période actuelle, vous avez des risques. Donc, si on retire l'argent liquide? Oui, moi, honnêtement, je pense qu'il vaudrait mieux avoir de l'argent liquide et puis peut-être de l'or ou des choses comme ça, des valeurs sûres. Vous voyez, ou encore une fois, du franc suisse, parce qu'eux, encore une fois, n'ont pas fait n'importe quoi, couronne danoise, etc., n'ont pas fait n'importe quoi avec la gestion de leur pays. Ils n'ont pas fait n'importe quoi.
Et tout à l'heure, vous avez justement parlé du communisme. Donc, tous ces problèmes d'origine, c'est lié au mondialisme et le communisme. Oui, mais pour moi, c'est très clair. Pour moi, c'est très clair. Vous avez une part relative de la production mondiale qui n'a cessé de baisser du côté de l'Occident. C'est-à-dire qu'il y a 30 ans, l'Occident, c'était 75% du PIB mondial. Maintenant, c'est 45%. Vous voyez? Et alors, c'est beaucoup lié à, je dirais, des services, de la technologie, c'est très bien, et des services. Nous avons beaucoup perdu en production industrielle pure. Et dans un pays comme la France, il y a encore une particularité, c'est le cas pour pratiquement tous les pays, mais la France est à l'avant-poste, c'est que le PIB que nous avons est de plus en plus du PIB non marchand. C'est-à-dire du PIB de transfert, il y a des services publics, etc. Et la France est le pays de l'Union européenne dont la part de PIB non marchand, c'est-à-dire qui n'est pas liée à une production monétisée, mais à des services publics, à tout un fonds, je dirais, d'équipements et d'activités que nous avons autour, la part de PIB non marchand en France est très importante. Donc c'est un système qui est socialisé et qui produit une espèce de PIB, je ne vais pas dire faux, parce que bon, on a quand même des services avec les transports, la santé, etc., mais qui n'est pas monétisé, vous voyez. Donc qui est en fait une charge qui pèse sur l'économie productive qui finance tout ça. Vous comprenez ce que je veux vous dire? Et donc, nous sommes un pays de plus en plus collectivisé, et nous sommes un pays qui, à mon avis, recule encore plus que les autres, qui n'a pas su préserver ses industries. Au début des années 2000, la France, son PIB, 20%, c'était des industries. Aujourd'hui, ce n'est plus que 10%. Nous avons perdu des millions d'emplois industriels. Et emplois industriels, c'est ça qui crée de la richesse, et c'est ça qui crée de l'excédent commercial, donc des rentrées en devises. En France, aujourd'hui, nous sommes à des sommets de déficit commercial, c'est-à-dire de l'argent qui s'en va. Quand on vous annonce un déficit commercial de 80 milliards d'euros pour la France, ça fait des années que ça dure. Ben, ça veut dire que tous les ans, il y a 80 milliards d'euros qui partent de France et qui vont dans les caisses des Chinois, des autres, enfin, d'autres pays qui nous vendent, tout simplement. Et j'aimerais juste demander votre avis, parce qu'avant, on a déjà discuté la ressemblance entre le mondialisme et le communisme. Oui. C'est-à-dire il y a plusieurs points en commun. Par exemple, tous les deux sont basés sur le matérialisme. Complètement. Ouais, et tous les deux cherchent une égalité absolue. Oui, il y a aussi l'inversion des valeurs. Tout à fait. Voilà, il y a toute une série de points où il y a vraiment une ressemblance très forte, je dirais, dans les fondements idéologiques et spirituels. C'est-à-dire, en fait, cette espèce de néo-communisme pourrait ressembler à cette espèce de... vous savez, dans l'Union soviétique des années 30, il y avait un débat, le socialisme dans un seul pays, donc un socialisme nationaliste, et le socialisme à l'échelle du monde qui était... Alors, le premier était défendu plutôt par Staline, le deuxième par Trotsky. C'est Staline qui l'a emporté, et donc c'est la vision un peu nationale du socialisme qui a été développée en Union soviétique pendant ces années. Trotsky avait, lui, une vision du socialisme qui devait se répandre partout, uniformément. Et c'est un peu à ça que ressemble le mondialisme, dans ses aspects, je dirais, spirituels, comme vous dites, le matérialisme, l'abandon complètement de la foi, des traditions, je dirais l'indifférenciation des peuples, et puis des peuples, on va jusqu'au sexe, nous allons un petit peu vers tout, c'est-à-dire on n'est même plus dans l'égalité, vous voyez, on ne dit même plus égalité homme-femme, mais c'est pratiquement l'indifférenciation, c'est-à-dire on ne sait plus si vous êtes un homme, une femme, ou peut-être les deux en même temps, ou plus on est transgenre, on est ci, on est là, tout est complètement galvaudé, on essaye de nier même les différences entre les gens, entre les peuples et compagnie. Donc, vous avez ce fondement-là, mais encore une fois, la grosse différence avec ce qu'on a connu jusqu'à présent, c'est que la concentration des richesses est entre les mains des puissances multinationales. Et c'est pour ça que c'est elles qui sont appelées à piloter ce communisme, parce qu'elles sont de dimension multinationale. Et elles concentrent les richesses à échelle mondiale. Donc ces richesses, elles les concentrent, et maintenant, ce qu'elles vont faire, c'est répartir ces richesses. À leur profit, évidemment, je pense qu'elles vont se tailler la part du lion. Et puis pour tous les autres, eh ben, on va essayer d'harmoniser les conditions, d'abaisser le niveau de vie des Occidentaux pour qu'on puisse harmoniser avec les autres pays, sachant qu'on a de moins en moins besoin de notre travail et que ce sont de plus en plus des technologies qui produisent la richesse de ces grands groupes. Et justement, ça me fait penser, c'est-à-dire au niveau de propriété privée, parce qu'en Chine, la terre appartient à l'État.
Absolument. Donc, c'est-à-dire, peut-être pour les mondialismes, pour les superpuissances, leur objectif, c'est aussi... Oui, de s'emparer de tout, oui, bien entendu. Mais ça, c'est très clair. Ça, c'est très clair, je suis bien d'accord avec vous. Vous savez, la terre appartient à l'État en Chine, mais même les entreprises, est-ce qu'elles appartiennent vraiment à ceux qui les ont? Tout appartient à l'État. Au fond, Ouais. voilà, l'État a des parts très importantes, et même absolus. quand il concède, si vous voulez, une espèce de droit de propriété ou droit sur les bénéfices, parce qu'ils ont bien senti, vous voyez, c'est cette espèce de culture chinoise où on sait mélanger les contraires et profiter d'un système qui arrive à concilier les contraires. Et donc, ils ont quand même essayé de favoriser une espèce de part d'économie privée, parce qu'ils savent que c'est la motivation de certaines personnes qui va réussir à faire avancer les choses. Mais en fait, c'est pas vraiment une propriété que les gens ont sur leurs entreprises. C'est un droit qui est concédé à l'État comme ça pour permettre. Et du jour au lendemain, le pauvre gars qui n'est pas tout à fait dans la ligne ou même qui dit rien, qui n'est pas là à applaudir le gouvernement matin, midi et soir, ben on lui reprend tout et puis même il va en prison et puis il n'y a pas de problème, je veux dire. Donc, en fait, c'est une espèce de délégation de propriété temporaire et suspensive au comportement des personnes. C'est ça, c'est un système de mafia. C'est comme des mafias. Le communisme, ça finit toujours en mafia. Vous voyez ce que je veux dire? Il n'y a pas vraiment la loi, en fait. Oui. L'État, il peut décider à tout moment de prendre tout. Ben, on l'a vu avec cette fameuse joueuse de tennis, on l'a vu avec le fondateur d'Alibaba, etc. Enfin, on ne peut pas être tranquille dans un régime comme celui-ci. Vous voyez? Alors, au niveau de l'expropriation des gens, là aussi, il y a des avancées terribles. Je vous ai parlé de la directive BRRD, donc où finalement le système bancaire est tout à fait à même de se saisir de votre épargne parce qu'ils considèrent qu'il a besoin de se renflouer. C'est-à-dire, eux spéculent, encaissent les bénéfices, tant que ça marche, c'est pour eux. Quand ça va plus, c'est l'épargnant qui doit venir à leur secours. Donc, pile je gagne et face c'est toi qui perds. C'est bien comme système hein, pour elle. Hein. Mais vous avez une deuxième tendance aujourd'hui. Vous avez deux tendances en fait qui se conjuguent. Par rapport au fait qu'il y ait de moins en moins de gens qui travaillent et que le travail est de moins en moins porteur de richesse pour ces multinationales, qui remplacent peu à peu les gens par des robots, des systèmes numériques, etc. Bien, ben, on parle d'un système de revenu universel, c'est-à-dire on va pas laisser mourir les gens, on va quand même leur donner quelque chose pour calmer tout le monde et acheter la paix sociale, etc. Les divertissements, on va leur mettre des images et des trucs, bon, bref. Ça va se passer comme ça. Mais comment tout ça va être financé? Ben, en France, vous avez, par exemple, une loi qui était en gestation avant le Covid, alors là, on n'en parle plus, mais vous retrouvez un reportage sur France 2, le journal télévisé de France 2. Vous tapez loi Laglaise, L-A-G-L-E-I-Z-E, loi Laglaise. Et c'était une loi qui était en gestation, qui avait même commencé à être étudiée par le bureau de l'Assemblée nationale, avant que le Covid n'arrive, et qui consiste à exproprier du foncier tous les propriétaires de France, et à leur imposer de payer un loyer, pour rembourser la dette, et puis pour rembourser tout l'assistanat, etc. Loi Laglaise, si vous voulez, vous voyez, la télé là, avec YouTube, je vous la mets, et même les gens peuvent voir le reportage. Je ne sais pas si ça vaut le coup qu'on le fasse, il faudra peut-être tourner les caméras, mais en tout cas, vous avez ce reportage de France 2 de la fin de l'année 2019 sur cette proposition de loi. Alors, il émane de Jean-Luc Laglaise, député MoDem de Haute-Garonne, qui propose de lutter contre la flambée des prix de l'immobilier et d'instaurer pour cela une nouvelle conception du droit de propriété. Alors comment? Eh bien, en clair, lorsque l'on achèterait un bien immobilier, on achèterait le bâti, les murs de la maison, mais pas le terrain, qui lui aurait vocation à devenir public, nationalisé. Le terrain serait donc en dehors du marché, ce ne serait plus un bien comme un autre. Quant aux ménages, eh bien, ils seraient propriétaires de leur maison et locataires de leur terrain, avec quand même un bail d'assez longue durée, de 40 à 99 ans rechargeable, pour leur offrir une certaine sécurité juridique. Voilà. Donc vous voyez bien que quand vous parlez de la propriété foncière et autres, vous ne vous trompez pas. C'est déjà dans les dossiers, c'est déjà programmé. Et vous savez, Yin, puisqu'on parle de communisme, le mot populiste, vous savez qui c'est qui l'a inventé? C'est Lénine. C'est Lénine qui avait désigné ainsi les propriétaires terriens qui avaient leur petite maison, leur petit bout de terre, et qui disait, voilà, les réactionnaires, c'est eux. C'est eux, les populistes, qui ne veulent pas rentrer dans le communisme. Ils s'accrochent à leurs biens, ce sont des égoïstes, c'est des pervertis de la tête. C'est eux qui vont empêcher le système de marcher, puisqu'avec le communisme, si ça marche pas, c'est jamais la faute du communisme, c'est toujours les pauvres gens qui veulent pas suivre. Vous voyez? Et c'est comme ça qu'il avait appelé
je dirais, ceux qui résistaient, les propriétaires, qui résistaient au système communiste, ils les appelaient les populistes. On avait fait une vidéo il y a quelque temps, vous vous en rappelez, où France vers le communisme. Bien. Et même des auditeurs de NTD avaient dit, c'est quand même bizarre, on est plutôt dans l'ultralibéralisme, etc. Mais depuis, les choses ont bougé. Vous voyez, parce que plus la puissance de ces gens s'affirme, et plus ils, je dirais, tombent le masque. Sur le site du forum de Davos, vous avez eu une espèce de publicité, comme un clip publicitaire. Avec, quel était le slogan? Vous ne posséderez plus rien, mais vous serez heureux. Voyez, et là, vous voyez un beau jeune homme, 30 ans, alors, ah ben moi je clique, j'ai ma voiture, et puis si elle ne me plaît plus dans 3 jours, je clique, et puis j'en prends une autre, mon vélo, mon frigo. Si vous voulez, il y a eu un article même dans le magazine Forbes, magazine, je dirais, qui promeut cette économie mondialisée, bon. Et le magazine Forbes a expliqué qu'on va rentrer dans un monde où on clique, clac, on ne possède plus rien, comme ça on n'a plus rien à entretenir, ça nous enlève des soucis de la tête. Vous voyez? Et en fait, on clique et on a ce qu'on veut quand on veut, etc. Il n'y a plus besoin de s'embêter à entretenir les choses comme ma maison, comme votre appartement, etc., etc. On nous épargne les soucis du quotidien en nous enlevant la propriété. Mais alors, comme j'ai dit, tous ces vélos, toutes ces maisons, toutes ces voitures, il y a bien quelqu'un qui les possède, hein, n'est-ce pas? Ben, je parie que c'est le forum de Davos, vous voyez, qui fait la publicité pour ça. Vous voyez, ils sont gentils, ils nous épargnent la propriété. Vous voyez, ils nous épargnent des soucis de la propriété, c'est eux qui prennent tout en charge. C'est des philanthropes sans doute. Eh ben, vous voyez bien qu'ils évoquent précisément une forme de bonheur qui est celui qui est évoqué par Marx, qui est celui qui est évoqué par Fourier, par plein de penseurs, par Engels, par plein de penseurs communistes. Vous ne posséderez plus rien, mais vous serez heureux. Ben, c'est typiquement une phrase communiste prononcée par la superclasse mondiale. Donc vous voyez bien que j'étais pas si fou quand même. Ouais, c'est le paradis. Le paradis sur Terre, c'est de ne rien avoir. Voilà. Donc on est vraiment sur le chemin. On peut dire la Chine d'aujourd'hui, peut-être c'est. La Chine d'aujourd'hui est appelée progressivement à infiltrer, métastaser et influencer le régime occidental. Et on le voit puisque le système de crédit social par reconnaissance faciale. Est-ce que j'ai besoin de développer ce système où vous êtes suivi en permanence par des caméras avec reconnaissance faciale et où finalement vous êtes scoré sur tous vos comportements et après on évalue ce que vous valez en tant que citoyen communiste et puis si vous n'êtes pas bon, vous êtes privé de tout. La ville de Bologne a décidé de mettre en place un système identique. Alors certes, peut-être pas avec les mêmes sanctions, mais le même esprit quand même. Vous voyez ce que je veux vous dire. Donc vous voyez qu'on n'a pas rêvé. La réalité est en train de rattraper tout ce que nous avions anticipé. Donc vraiment, on peut dire le communisme a réussi en tout cas d'envahir le monde entier. Même on dit c'est le mondialisme, mais au fond, c'est la racine du communisme. Oui, non? mais les deux sont un peu liés, si vous voulez. La seule chose qui différencie, encore une fois, c'est que ce ne sont pas les États qui possèdent, c'est la superclasse mondiale. Et les États restent là pour faire un petit peu de tampon entre les populations et ces multinationales. En réalité, c'est les intermédiaires. On essaye d'adapter les populations au système tout en essayant quand même de ménager les susceptibilités, les problématiques, etc., etc. Mais ils entraînent progressivement les populations vers ce système. Donc, il y a cette première différence qui est très importante. Encore une fois, ce sont les multinationales qui pilotent. Et puis, la deuxième différence, c'est quand même on ménage une part de libéralisme pour une petite part de la population, pour une petite part des entreprises qui s'exonèrent d'à peu près toutes les charges qui pèsent sur les autres, toujours les mêmes, les fameuses multinationales et compagnie, et on exonère une part de la population qu'on considère comme d'élite, qui est capable d'avancer. On la place dans un système quand même libéral pour qu'elle tire quand même le système vers le haut avec une certaine forme de capacité de richesse, de capacité quand même de produire quelque chose. Vous voyez, c'est un peu comme le système chinois, tel que nous le voyons aujourd'hui. Vous voyez, moi je dis, finalement, dans le mondialisme actuel, vous avez deux laboratoires. Le système chinois, au niveau, je dirais, de la production de croissance et quand même de l'autoritarisme qui s'impose et du contrôle des populations, et vous avez le système d'Union européenne par rapport à la fabrication d'un futur gouvernement mondial qui pourrait s'inspirer,
si vous voulez, des institutions européennes. Je pense que les deux sont en fait des laboratoires. Et parce qu'en Chine, depuis 70 ans du communisme, la conséquence, c'est les Chinois ont perdu les valeurs, en fait, le fondement de la civilisation chinoise, les valeurs et l'esprit. Bien sûr. Est-ce qu'en Europe, en Occident, la conséquence, c'est, enfin, ça vient d'arriver, enfin, c'est en train d'arriver? C'est arrivé. C'est arrivé. Ça arrive, enfin ça nous a imposé, surtout par une espèce de propagande médiatique. Mais Yin, je pense que vous êtes éclairé, que vous sentez quand même les choses, et vous voyez bien que la rébellion est là. Vous voyez bien qu'il y a la résistance quand même qui arrive, vous voyez, c'est-à-dire que de la même manière qu'on nous impose et qu'on nous matraque des tas de choses, par exemple, tiens, l'autre jour, le maire de Grenoble qui propose des pistes de rétrécir les chaussées pour mettre en place des pistes cyclables pour les transgenres, n'est-ce pas? Une véritable gaudriole, n'est-ce pas extravagant, n'est-ce pas complètement farfelu, mais vous voyez bien qu'ils ne sont plus à ça près. Donc vous voyez tout un tas de choses qui émergent, qui sont matraquées à des gens qui ont bien d'autres soucis que tous ces problèmes-là, et petit à petit, quand même, les gens commencent à se réveiller et voient bien que on ne traite plus l'information et les problèmes en fonction de la réalité de ce que vivent les gens, mais en fonction d'une idéologie qu'on essaie d'imposer, et on nous parle de tas de choses qui n'intéressent pas les gens. Vous voyez, le problème des transgenres, bon, ben, je sais pas, je pense pas, j'ai jamais entendu quelqu'un me dire, ah oui, mon problème en France aujourd'hui, c'est le problème des transgenres, par exemple. Vous voyez, mais des tas d'autres soucis, vous voyez, même moi, je parle beaucoup avec des gens de la diversité, vous savez, ma femme est africaine, les gens ne sont pas obnubilés par le problème du racisme toute la journée. Ils le ressentent pas vraiment, d'ailleurs. Et vous-même qui êtes d'origine extra-européenne, je suis pas persuadé que vous êtes persécuté en France pour des questions de racisme. Ça m'étonnerait, vous voyez. Alors, effectivement, vous pouvez toujours rencontrer quelqu'un de raciste, hein, ça arrive, mais ça, vous savez, ça va arriver partout. Mais est-ce que c'est ça, le fond des problèmes que nous rencontrons? Ou est-ce que les gens, aujourd'hui, s'inquiètent pour l'avenir de leurs enfants, pour leur travail, pour leurs approvisionnements maintenant, pour même l'électricité, payer les factures? Vous voyez, il me semble que c'est quand même plus important que toutes ces choses qu'on nous assène, et tous les jours on va nous en sortir une. Il faut que les joueurs de foot s'agenouillent devant je ne sais plus quoi, parce qu'il faut penser à l'esclavage ou je ne sais quoi. Des tas de choses qui n'intéressent pas les gens, vous comprenez ce que je veux dire, qui ne sont pas leurs problématiques. Et donc, on vend au peuple des problématiques auxquelles ils n'adhèrent pas. Tout ça, moi je vous dis, j'ai bien regardé les conférences du Forum de Davos de cette année. Les gens du Forum de Davos de cette année ont bien conscience qu'ils sont, je dirais, dans un camp retranché, et que l'opinion publique pratiquement mondiale est en train de se retourner contre eux. Vous voyez, et c'est ça qui leur fait peur. Donc on est vraiment dans une période où ça peut basculer dans un camp comme dans l'autre. En fait, ce que je dis, c'est que, si vous voulez, cette superclasse mondiale qui pilote ce système a de plus en plus de puissance entre ses mains, mais elle a de moins en moins la confiance et l'adhésion des peuples qui, pendant un certain temps, ont suivi, bon, parce que bon, ben ça marchait pas si mal finalement, etc. Puis aujourd'hui, il y a véritablement une levée de bouclier, vous voyez. Moi, je le sens comme ça, je le vois à travers toutes mes expériences. Hein. Donc, pour les Français, on a encore l'espoir pour peut-être changer quelque chose. Oui, moi j'en suis certain. Et puis vous voyez en Hollande, depuis plusieurs semaines, des émeutes des agriculteurs à qui on veut tailler dans les cheptels de 30%. Mais vous savez, ça va être la même chose pour nous en France, parce que sous couvert de politique contre le réchauffement climatique, on veut s'en prendre aux émissions d'azote produites par les troupeaux de bovins, donc il faudrait arrêter, il faudrait baisser de 30% le cheptel bovin de manière à, etc., etc. Bon, enfin, tout ceci, on voit bien, en fait, on veut arrêter les voitures thermiques, nous, les Occidentaux, hein, je suis pas sûr que les autres, en Chine, je suis pas persuadé qu'ils soient autour de cette politique, vous voyez, pas du tout même. Je pense que c'est même eux qui vont reprendre tout ça, vous voyez, et au niveau du réchauffement climatique, ça va rien changer. Voilà. Donc, je veux dire, on voit bien qu'il y a une politique pour casser encore un peu plus l'économie occidentale et la mettre au niveau des autres. C'est la condition du mondialisme. Le mondialisme ne peut pas aboutir tant qu'il y a de telles disparités de niveau entre les différentes sphères économiques de civilisation. Donc, tout est fait pour aboutir à une égalisation des conditions. Vous savez, on me parle beaucoup du réchauffement climatique, on met ça dans la tête des gens toute la journée. Moi, je ne suis pas un spécialiste. Je ne peux pas vous dire, il y a réchauffement, il n'y a pas réchauffement, c'est dû à ça. Je ne suis pas un expert. Mais il y a quand même des choses étranges, Yin. Il y a une réunion, un sommet des chefs d'État par visioconférence qui s'est déroulé l'année dernière à l'initiative de M. Biden et qui réunissait la plupart des chefs d'État des grandes puissances de l'année dernière, enfin des grandes puissances de la planète.
Bien. Et il était demandé de tenir des engagements pour une baisse des émissions de gaz à effet de serre d'ici 2030. Bien. Les États-Unis se sont engagés à baisser de, je crois, 50%. Le Canada, je pense, de 45%. L'Union européenne de 55%. Et la Chine, alors? 0. Ah ouais, la Chine, M. Xi, il a dit, moi, moi je m'engage à rien. Vous voyez, je sais pas trop. J'ai pas trop envie. Je vais faire de mon mieux. Vous voyez? Et personne ne dit rien. Vous comprenez? C'est ça qui est quand même extraordinaire. La Chine, c'est 30% des émissions de gaz à effet de serre. Vous voyez? Je vais vous donner une idée. La France, c'est 1% de la population mondiale. Et c'est moins de 1% des émissions de gaz à effet de serre. Ce qui fait que, par rapport à notre niveau de développement, nous sommes très très propres. Nous sommes un des pays les plus propres du monde. Mais on nous demande de faire des efforts. Et on nous dit presque, finalement, les pénuries, c'est bien, comme ça au moins vous n'allez plus polluer. Mais on est les moins polluants. Et la Chine, qui émet 30%, elle, on ne dit rien. C'est-à-dire, M. Xi, il dit qu'il ne peut pas. Eh ben, faites comme vous voulez, essayez de faire quelque chose. Sauvez les apparences, presque, on lui dit. Voilà, enfin, c'est pas sérieux, vous voyez bien, il y a encore quelque chose qui cloche. Et tout ce que je vous dis, vous le trouvez sur des sites qui ont fait la recension exacte de la réunion telle qu'elle s'est déroulée. Vous voyez, c'est pas dans l'imagination de certains youtubeurs qui vont fantasmer. Non, non. Vous avez un site qui est celui du CITAS, qui est une association spécialisée dans les gaz à effet de serre, qui n'est pas du tout une association politisée ou orientée, mais qui a fait la recension exacte de cette réunion et qui a bien mentionné que la Chine n'a proposé aucun engagement par rapport aux autres pays. Alors, voilà, il me semble que c'est un problème planétaire, il faut que tout le monde s'y mette, en particulier le plus gros pollueur, mais non. Mais non. Ouais, donc vous voyez bien qu'il y a un problème. Tout à fait. Donc l'Occident a nourri la Chine, Voilà. Par la richesse, par toutes les technologies. Pour l'intérêt de quelques multinationales. C'est ça. Et après la Chine, il peut profiter de toutes ces richesses et affaiblir l'Occident. Comme elle a conservé sa puissance et son influence, finalement elle fait ce qu'elle veut. Vous voyez, elle ne s'est pas fondue dans le système occidental, elle n'est pas devenue l'alliée des États-Unis ou de l'Europe. Non, non, elle fait ce qu'elle veut, puisque, qu'est-ce que vous voulez, on lui a tout servi sur un plateau. Et puis, bon, le talent des Chinois et leur capacité de travail, etc., on fait le reste. Hein. Je ne suis pas en train de vous dire que n'importe qui serait arrivé à ça. Mais le fait est que le régime communiste chinois a les coups des franges pour s'imposer sur beaucoup de points à l'ensemble de la planète. Voilà. Et c'est quand même gravissime. Parce que je pense que vous connaissez le système chinois certainement mieux que moi, et je pense que vous pouvez témoigner que ce n'est pas un pays où il fait bon vivre pour les populations. Hein. On est quand même mieux chez nous. Voilà, malheureusement, hein, et je ne parle pas de la culture chinoise ou autre, je parle vraiment de ce système politique. Tout à fait, ouais. Ok. Mais aujourd'hui, dans pas mal des prophéties, on parle de l'âge sombre qui prend sa fin, qui touche à sa fin, et aussi il prévoit l'arrivée de l'âge d'or. Est-ce que dans l'Apocalypse de Bible, il a parlé de ça aussi ou... Oui, exactement, oui, nous avons un petit peu le même cycle. Moi, vous savez, comme je dis, dans mon livre, vous avez vu, le premier chapitre, c'est l'Occident, la civilisation de l'exception. Moi, je crois à l'exception occidentale. Et je pense qu'on a toujours les ressorts pour s'en sortir. Et quand je vois quand même ce réveil des peuples un peu partout, je me rends compte que les gens sont de plus en plus conscients, malgré le marquage médiatique, parce que les gens l'oublient. Vous savez, on l'oublie facilement, mais toute la journée à la télé, on vous sert la même soupe, le même discours, dans les films, à la radio, les chansons, la télé-réalité, c'est toujours le même discours, c'est toujours le même état d'esprit qu'on matraque sur la tête des gens. Et malgré ça, de plus en plus de gens se détournent du système qu'on cherche à leur imposer. C'est que nous avons quand même une force de résistance qui est là. Et cette année, quand les gens vont sentir dans leur quotidien la réalité de ce qu'est le mondialisme, c'est-à-dire l'appauvrissement de l'Occident, et ils vont toucher du doigt, ils vont le vivre de façon douloureuse. Je pense que les choses vont vraiment se réveiller, et effectivement, nous reviendrons certainement à un certain nombre de nos fondamentaux. Moi, je le sens même au niveau de la religion chrétienne, d'ailleurs. Vous voulez que je vous dise? Et nous retrouverons, moi j'en suis sûr et j'ai confiance, la force qui est en nous, la force unique des peuples occidentaux, qui nous fera revenir au sommet de ce monde et au sommet de l'esprit humain tel que nous l'avons été depuis des siècles. J'ai vraiment confiance. Merci beaucoup, Olivier. Merci Yin, et merci à tous de m'avoir suivi.